Bonjour à tous, on est très heureux d'être ici avec vous, de vous parler de cerveau, de musique, et on remercie énormément les organisateurs qui nous ont invités à vous parler, qui nous ont fait confiance sur ce sujet qui est un petit peu particulier, qui est peut-être un peu inhabituel pour un festival de musique, et on espère que ça va vous plaire. Alors, voici les grandes questions auxquelles nous allons essayer de répondre lors de cette conférence. Alors, vous l'aurez compris, cette présentation concerne les musiciens et le fonctionnement de leur cerveau. Mais dans le cadre de la thématique de cette année, la folle journée de Nantes, nous avons cherché à comprendre si l'époque et le lieu dans lequel évolue un musicien, donc à Londres, à Paris, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XXe siècle, a un impact sur le mode de fonctionnement de leur cerveau. Ainsi, est-ce qu'il existe une différence entre la manière dont fonctionne le cerveau de Monteverdi, de Bach, de Mozart? Bien évidemment, il est impossible d'analyser aujourd'hui le cerveau de tous ces grands maîtres, parce qu'on ne les a plus. Mais du coup, on a trouvé des moyens détournés d'y arriver et de répondre à cette question grâce aux moyens modernes d'exploration du cerveau. Alors, avant de répondre à toutes ces questions passionnantes, peut-être que vous êtes demandé comment diable une organiste et un médecin neuroradiologue en sont venus à se retrouver sur la même affiche d'un festival de musique, la folle journée de Nantes. Alors en fait, tout a commencé en 2019. C'était pour les besoins d'une émission de vulgarisation scientifique, comme il y en a souvent sur M6, sur France 5. Là, c'était pour France 5. On m'avait demandé d'analyser le cerveau d'un chef d'orchestre, Alain Altinoglu, peut-être que vous connaissez, il y a sa photo ici. Et donc l'idée, c'était d'illustrer grâce à l'imagerie toutes les zones cérébrales qui sont impliquées dans le traitement de la musique. Et ça tombe bien, mais ça c'est mon métier, de voir le cerveau et de voir le cerveau fonctionner. Donc moi je suis neuroradiologue, neuro c'est cerveau, radiologue c'est les images du cerveau. Et donc je me suis ainsi à retrouver avec un cerveau de chef d'orchestre, je vous montre, le voilà, et avec de nombreuses taches rouges. Et ces taches rouges, en fait, ça correspond à toutes les activations de son cerveau quand il simulait la conduite de son orchestre. Et il faisait ça dans la machine. Donc pendant qu'il simulait qu'il était en train de conduire son orchestre, on a enregistré l'activité de son cerveau, et voilà le résultat. Et donc j'ai pu ainsi montrer que le fonctionnement de son cerveau se base sur de nombreuses zones cérébrales. Vous voyez, il y a plein de taches rouges. Et j'ai pu expliquer un peu comme ça, dans les grandes lignes, le rapport que ces tâches pouvaient avoir avec la musique. Donc l'émission s'est bien passée, et j'ai mis le cerveau d'Alain Altinoglu dans un tiroir, mais je me suis quand même dit, en y réfléchissant, en fait, il y a beaucoup de ces taches rouges que j'arrive pas vraiment à m'expliquer, qui font pas vraiment sens. Voilà. Et c'est alors que, quelques mois plus tard, je me retrouve assis dans un dîner, à côté d'une musicienne, et elle-même, donc elle est organiste, et elle-même passionnée de cerveau. Et donc je lui parle comme ça de cette expérience, et devant son enthousiasme, je décide de ressortir le cerveau du tiroir, et d'avoir justement son regard. Et là, c'est là où ça a été vraiment un travail extrêmement intéressant, passionnant pour moi, de pouvoir décrypter chacune de ces zones, les unes après les autres, et d'avoir donc son regard de musicien professionnel. Et seul un musicien professionnel avait la capacité de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, dans toutes ces zones, il y avait la zone de la motricité et la sensibilité de la gorge. Alors qu'il était en train de simuler de conduire un orchestre. En quoi est-ce que ça peut avoir un sens? Alors, c'est un petit teasing, je vous donnerai la réponse tout à l'heure, mais je ne vous le dis pas tout de suite. Et donc, de ce décryptage passionnant, nous avons écrit un article scientifique qui est paru dans une revue de neurosciences. Et en fait, depuis cette date, on a continué à collaborer pour essayer de comprendre le cerveau des musiciens en multipliant les expériences selon le type d'instrument, le type de musique, le type d'apprentissage. Et j'ai même mis légèrement entre parenthèses pendant un an ma carrière de musicienne professionnelle pour pouvoir suivre un master de neurosciences à la Sorbonne à Paris. Et donc j'ai obtenu un diplôme en novembre dernier. Avec mention. Donc après cette brève introduction sur notre parcours, nous revenons à la question posée en introduction. Le cerveau des musiciens fonctionne-t-il différemment selon la ville et l'époque? Et pour y répondre, nous avons choisi d'utiliser des technologies d'imagerie cérébrale les plus récentes pour explorer les cerveaux des musiciens d'aujourd'hui afin de comprendre le cerveau des musiciens du passé. Et en fait, c'est possible parce que d'un point de vue de l'évolution, le cerveau humain n'a pas fondamentalement changé au cours de ces derniers siècles. C'est le même poids, la même taille, la même structure. Et je vous ai mis en illustration une planche du cerveau vue de dessous, dessinée par Vézal en 1543.
Et le même point de vue dans l'encyclopédie du Larousse en 2025. Quand on a l'œil un peu exercé, et même sans avoir l'œil exercé, on voit tout de suite que c'est exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle on peut observer les cerveaux de musiciens d'aujourd'hui pour comprendre les cerveaux des musiciens d'autrefois. Ce qui change, en revanche, c'est la façon dont on utilise ce cerveau. Quand on pense aux grands musiciens du passé, on pense à eux comme des compositeurs, mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient aussi instrumentistes. Jean-Sébastien Bach, qu'on vous a mis en exemple, jouait à la fois de l'orgue, du clavecin, du violon, et on peut imaginer que ça implique des processus cérébraux différents. En fait, ce qu'on va suivre comme fil dans cette présentation, c'est qu'on a d'abord pris des musiciens professionnels d'aujourd'hui. On voulait voir déjà, de manière générale, si c'est chez tous les musiciens la même aire, on aurait une aire de la musique qui serait utilisée pour la musique en général, comme par exemple quand on parle, c'est toujours les mêmes airs quelle que soit la personne. Là, on voulait voir si chez les musiciens c'était tout pareil. Donc ça, c'est la première étape, vous allez voir dans notre présentation. Donc des musiciens qui jouent de la musique, et là, tous les musiciens jouent d'un instrument de musique. Et la deuxième étape, pour répondre plus précisément à notre question, ce sera le musicien-compositeur. Vous verrez, on a mis un compositeur et un improvisateur dans une IRM, et on l'a fait composer, improviser dans différents styles, voilà, pour explorer cette question, mais on vous présentera ça plus tard. Donc vous aurez deux parties dans cette présentation, d'abord le musicien instrumentiste, donc le musicien en général, et puis plus précisément le musicien-compositeur selon le style de musique. Alors tout d'abord, nous allons vous présenter nos cobayes qui ont bien voulu se prêter à notre expérience. Donc on a des instrumentistes et un compositeur, comme je vous disais. Donc on les a choisis de manière à avoir la plus grande variété d'instruments, de profils, de formations, et puis aussi parce que ce sont des musiciens pour la plupart habitués des folles journées de Nantes, et que vous avez déjà vu ou que vous aurez l'occasion de croiser dans ces 4 journées. On a la chance d'en avoir plusieurs là, parmi nous. Donc vous avez Raquel Camarina qui est soprano et qui nous fait l'honneur d'écouter notre conférence. Vous avez Sylvain Blassel à la harpe qui est avec nous aussi. Claire Désert, pianiste. Julien Martin qui joue de la flûte à bec. Cécile Tête qui est violoniste à l'Opéra de Paris. Alain Altinoglu, donc notre chef d'orchestre, et puis Thierry Esquèche, donc, qui est notre improvisateur, compositeur, organiste aussi, et qui nous permet d'explorer le cerveau du compositeur. Et pour finir, afin de voir ce qui fait la spécificité du cerveau des musiciens, nous avons reproduit exactement la même expérience chez un sujet qui était non musicien, qui, comme nous tous, écoute de la musique, mais qui n'en jouait pas, qui n'a jamais suivi de formation musicale pour voir s'il y a vraiment une spécificité. Il faut toujours vérifier en sciences. Voilà, maintenant que vous avez présenté les cobayes, voici l'instrument de torture auquel nous les avons tous soumis. Donc il s'agit d'une IRM, c'est une IRM un peu particulière, c'est ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle qui permet de voir le fonctionnement du cerveau. Donc une IRM, vous le savez sans doute, c'est une énorme machine avec un long tunnel dans lequel est placé notre cobaye. Donc la réalisation des images, en IRM fonctionnelle comme en IRM de manière générale, se fait grâce à l'aimantation des molécules du cerveau. Donc il s'agit en fait d'un gros aimant, sans rentrer trop dans les détails physiques. Et il a la particularité, pour ceux d'entre vous qui ont déjà passé une IRM de cerveau ou d'ailleurs, de faire énormément de bruit. C'est un instrument qui est très bruyant. Donc imaginez-vous assis pendant 20 minutes, assis à côté d'un marteau-piqueur, c'est un peu... Voilà, alors on met des bouchons dans les oreilles, on essaie d'isoler au maximum, d'atténuer cette nuisance, mais bon, ça reste quand même assez présent. Donc pour vous en rendiez compte, voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc ça c'est le début. Ça c'est la mise en place des gradients. Et voilà, ça c'est une IRM, c'est ce que vivent nos cobayes pendant 20 minutes à peu près. Et donc, alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu difficile pour un musicien de se rester concentré sur un test de musique, alors qu'il a ce bruit, ce fond en fond sonore. C'est pas forcément évident. Bon, pas d'inquiétude, ça s'est bien passé. On a réussi à bien isoler le bruit des tests qu'on voulait leur faire, et ils sont tous ressortis avec le sourire. Il y en a deux qui sont là, donc vous voyez, vous pouvez vous rassurer. Donc, pour chacun de nos musiciens, nous avons suivi la même méthode, le même protocole. Donc d'abord, on leur explique les consignes, on s'assure aussi qu'il n'y ait pas de contre-indication, comme c'est un énormément, pas de métal, pas de dispositif métallique dans le corps, et on les a tous soumis à un test de musique que je vais vous expliquer juste après. Et ce qui était intéressant, c'est qu'après avoir fait ce test, on a pu s'entretenir avec eux, faire un petit débriefing,
pour justement discuter des sensations qu'ils avaient eues pendant cette expérience et pour essayer d'avoir un peu plus de précision sur leur rapport avec la musique. Et on va voir que c'était hyper intéressant d'avoir justement ce débriefing pour expliquer un peu les images. Donc, l'expérience elle-même, en quoi est-ce qu'elle consistait? Donc, vous voyez, ça durait 20-25 minutes. On a mis des écouteurs sur les oreilles de nos cobayes et on leur a demandé d'écouter une musique. Alors, ce n'était pas n'importe quelle musique, c'était une musique qui était propre à chaque musicien, une musique avec laquelle ils étaient familiers. Ce qu'on a essayé d'utiliser le plus souvent, c'est par exemple une musique qu'ils étaient en train de travailler, soit pour un concert, soit pour jouer avec leur orchestre. Et pendant qu'ils écoutaient cette musique, on enregistrait l'activité de leur cerveau. Donc l'hypothèse était que le fait de leur faire écouter cette musique familière, ça leur permet d'anticiper le travail de l'instrument lui-même. Pour leur cerveau, c'était un peu comme s'ils étaient eux-mêmes en train de jouer. Et on a réalisé aussi, également dans le même temps, des images morphologiques. Et ça qui est génial en IRM, c'est que dans le même temps d'examen, et ce n'est pas le cas de toutes les autres techniques d'imagerie, on peut avoir une très belle image du cerveau, comme vous voyez ici, en 3D, on peut tourner tout autour, et sur cette image anatomique, sur cette morphologie, on va superposer, donc sous forme de taches, alors là elles sont rouges, elles peuvent être jaunes, vertes ou bleues, ces taches, elles correspondent à l'activité cérébrale, c'est-à-dire aux zones cérébrales qui sont sollicitées, qui sont mobilisées lorsqu'on réalise ce test musical. Et ça, on le fait en temps réel. Donc pour chacun d'eux, on a fait l'écoute de la musique, et puis on a fait aussi une autre petite tâche qui était spécifique à chacun. Donc voici le type d'image que nous obtenons à la fin de l'expérience. Vous voyez qu'on peut soit décider, comme c'est le cas à droite de l'écran, d'explorer, de découper le cerveau en fines lamelles, et donc ce qui permet de voir notamment les zones les plus profondes du cerveau, soit d'analyser une vue en 3D de la surface du cerveau. Dans tous les cas, les taches de couleur que vous voyez correspondent à toutes les zones cérébrales qui fonctionnent pendant qu'on demande au sujet de faire le test de musique. Alors, on pourrait se poser la question, hein, et peut-être que vous avez déjà posé la question, est-ce que le fait d'écouter de la musique, c'est vraiment comparable au fait, en termes d'activité cérébrale, avec le fait de jouer un instrument? Donc on pourrait nous dire qu'on n'a aucune preuve. Alors en fait, si. Et d'ailleurs, ça faisait partie de l'article, c'était une des parties de l'article de la publication qu'on a publié, du coup. Et si vous êtes vraiment méfiant, si vous n'avez pas confiance en ce que je vous dis, voici les résultats du seul instrumentiste, je vous rappelle qu'on avait un flûtiste avec, chez qui on a pu tester les deux conditions. C'est-à-dire qu'on a pu faire à la fois l'écoute de la musique et juste après, on lui a demandé de jouer de la musique, de son instrument. Alors, ce qui était le cas pour le flûtiste, malheureusement, ce n'est pas le cas pour un harpiste. Hein, il était une marque harpe dans le tunnel, ce n'est pas évident. Et on n'a pas réussi d'ailleurs. Mais ce que vous voyez, donc en bleu, ça correspond aux tâches d'activation, donc aux zones activées lorsqu'il écoute de la musique, et en rouge, lorsqu'il joue de son instrument. Et vous voyez que c'est à peu près superposable. Donc oui, ça marche, c'est possible. On ne dit pas que des bêtises. Alors voici le premier résultat. Quand on compare le cerveau d'un non-musicien, à gauche en vert, à celui d'un musicien qui est à droite en rouge. Tous les deux soumis exactement au même test d'écoute de musique. En fait, la différence se voit absolument à l'œil nu. Il n'y a pas besoin d'être un grand neuroscientifique, je pense que vous voyez tous. Il se passe beaucoup plus de choses dans le cerveau d'un musicien. Il y a beaucoup plus de taches rouges que de taches vertes. Donc si maintenant on va dans le détail des résultats que nous avons obtenus pour nos musiciens interprètes, on a ces images qui sont très belles. Les couleurs que vous voyez sont arbitraires, c'est-à-dire que c'est nous qui les avons choisies. On en a choisi par commodité une pour chaque musicien, pour bien les différencier. Donc vous voyez qu'on a mis les images de Raquel, notre chanteuse, en bleu clair, les images de Claire, notre pianiste, en bleu foncé, les images de Sylvain, notre harpiste, en jaune, etc. Donc vous voyez le principe. Et donc, si on regarde de plus près et si on fait un effort mental du jeu des 7 différences, on essaie de superposer, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des zones communes présentes dans chacun des cerveaux, donc dans tous les cerveaux des musiciens, mais qu'il y a aussi des différences. Et donc, ce sont ces différences qui définissent la signature de chaque musicien, selon son instrument, mais aussi son apprentissage, son rapport à l'instrument et son rapport à la musique même. Et ce sont ces points communs et ces différences que nous allons vous détailler dans les diapositives qui vont suivre, et vous allez voir, c'est passionnant. Alors on commence par les zones qui sont communes à tous les musiciens. Je vous rappelle, ce sont des musiciens professionnels. Donc tous ces musiciens, qu'ils soient compositeurs ou interprètes, qu'ils soient musiciens d'aujourd'hui, on suppose du coup d'autrefois, de Venise, de Vienne, de Paris, de Londres, de New York, qu'ils utilisent leurs mains, leurs pieds, ou même leur voix, qu'ils fassent du jazz, de la musique baroque, ils vont tous partager des zones similaires. Quelles sont-elles? Donc des zones similaires quand ils font de la musique. La première de ces régions, et d'ailleurs c'est assez logique, c'est la zone du cerveau qui nous permet de reconnaître des sons.
hein, quand on entend de la musique, quand on fait de la musique, la première chose qu'on fait, c'est de percevoir un son. Et ces zones, on les appelle du coup les aires auditives. Et comme elles sont directement en lien avec l'organe sensoriel, pour le son, c'est l'oreille, on les appelle les aires auditives primaires. Hein, dès qu'il y a une zone qui est directement en lien dans le cerveau avec un organe sensoriel, que ce soit les yeux, la peau, que ce soit l'oreille, on appelle ça des zones primaires. Donc il s'agit de la première étape du décryptage par le cerveau de n'importe quel son, que ce soit de la musique, que ce soit le son d'un aspirateur, d'une voiture, ça fait vibrer le tympan et ça nous vient au cerveau, et c'est là, dans cette zone, que c'est interprété. Alors si on reprend la comparaison de nos cerveaux musiciens et non musiciens, on voit que dans les deux cas, et c'est normal, cette zone est activée. Il n'y a pas besoin d'être un musicien professionnel pour entendre un son. Alors, si on va un peu plus dans le détail d'un point de vue anatomique, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais c'est intéressant de savoir de quoi on parle, cette zone elle est toujours située au même endroit. Hein, comme beaucoup de zones primaires, elle est très robuste, et elle est située dans le lobe temporal, vous voyez qui apparaît ici en rose, et dans le lobe temporal, tout en haut du lobe temporal. Alors, elle a un nom, qui comme souvent en médecine est un nom indéchiffrable, et comme souvent en médecine, c'est le nom en fait du monsieur qui pour la première fois l'a décrit, c'est monsieur Heschel, un Allemand sans doute, et donc on appelle ça le gyrus de Heschel. Le gyrus, c'est la zone cérébrale de Heschel, et donc ça, c'est l'aire auditive primaire, l'aire du décryptage des sons. Donc ici en jaune. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette zone, alors on a dit, elle n'est pas spécifique de la musique, mais en revanche, cette aire auditive primaire, elle est déjà capable de différencier les sons selon leur hauteur, donc selon qu'ils soient graves ou aigus. On appelle ça la tonotopie. Alors, la tonotopie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'organisation particulière du système auditif où les sons de fréquences différentes, donc aigus, moyens, graves, sont traités à des endroits différents, des endroits spécifiques. Déjà, dans l'oreille interne, hein, vous avez ici la représentation de ce qu'on appelle la cochlée, qui permet de percevoir les sons, et donc l'information sonore, les sons aigus, ils vont être détectés près de la base, et les sons graves, ils vont être détectés plutôt au sommet. Et ensuite, l'information, elle va transiter, elle va voyager jusqu'au cortex auditif, et là aussi, il y a cette organisation tonotopique, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait un clavier de piano directement dans notre cerveau, chaque touche, donc chaque fréquence correspond à un endroit précis à la réception de l'information sonore. Alors, cette première étape n'était que le début du traitement du son. C'était l'étape de la perception du son. Mais ensuite, le son est ensuite traité et analysé dans une autre zone, qui est l'aire auditive secondaire. En fait, c'est une zone qui nous permet de localiser un son et de porter son attention sur un son particulier dans un environnement bruyant, ce qui est très utile pour les musiciens, mais pour nous tous dans la vie quotidienne. Par exemple, dans une gare, vous avez des bruits dans tous les sens. Vous avez le bruit des trains, vous avez le brouhaha ambiant. Et si vous voulez isoler, par exemple, le son de l'annonce dans le haut-parleur, ben c'est avec cette zone que vous pouvez le faire. C'est la même chose dans une soirée, par exemple. Quand vous voulez porter votre attention sur la voix d'un ami qui vous parle, c'est cette zone encore qui va être activée qui vous permet de le faire. Et c'est vraiment une capacité extraordinaire du cerveau parce qu'il filtre tous les autres sons et vous permet d'entendre plus fort le son de la voix de votre ami. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Ou encore, quand il faut identifier un bruit très important, par exemple, le bruit d'une voiture qui risque de vous renverser, par exemple, qui arrive, que vous n'avez pas vu, et ça vous permet de reconnaître le son de la voiture. Et elle permet même de manière générale de reconnaître le son, de dire ce que c'est, de l'identifier. Par exemple, de distinguer un aboiement de chien d'un klaxon de voiture ou d'un appel autre. Donc si on reprend notre représentation du cerveau, on voit qu'elles sont situées en fait juste en arrière des aires auditives primaires, dans une région qui s'appelle le planum temporale. Et donc, c'est une zone qui joue un rôle clé pour comprendre et traiter les sons et qui est plus fortement activée chez les musiciens. Donc, la voici illustrée sur un cerveau de l'un de nos musiciens, Alain Tinolu, juste en arrière de l'aire auditive primaire. Donc, vous avez mis un petit encadré pour que vous voyez bien où ça se situe. Et vous voyez en bleu sur cette coupe du cerveau de Thierry Esquèche les deux planum temporale, donc droit et gauche, qui sont activés. Vous pouvez voir sur cette image que la droite et la gauche sont inversées. En fait, ce n'est pas une erreur, c'est une convention radiologique. Sur toutes les images radiologiques, c'est inversé de cette façon. Chaque côté a une spécialisation. Donc, le planum temporale gauche est le spécialiste du langage. Donc, dès que vous entendez des mots, c'est ce qui vous permet de les décoder. En fait, en ce moment, tous vos planum temporale gauche sont activés en nous écoutant. C'est la zone de la compréhension du langage.
Et le planum temporale droit s'occupe de tous les sons non linguistiques. Par exemple, dans la voix, il nous permet de reconnaître les émotions qui sont contenues dans la parole. C'est ce qu'on appelle la prosodie. Par exemple, si on vous dit « Eh, ça va ?» ou alors « Ça va ?» vous entendez bien que ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont les mêmes mots, mais l'intonation est différente et on sent que le message est différent derrière. C'est cette région-là qui nous permet de le sentir. Pour la musique, il s'occupe du contour des mélodies et puis aussi de reconnaître le timbre d'un instrument. Par exemple, distinguer le piano de la harpe ou du violon. Alors, quand on parle de musique, on pense souvent aux oreilles, aux sons, aux émotions, on l'a dit. Mais dans le cas du musicien, et surtout dans le cas du musicien professionnel, celui d'aujourd'hui comme celui du passé, quand il écoute de la musique, en fait, son cerveau ne se contente pas d'entendre des sons comme un auditeur lambda, comme chacun d'entre nous, il va anticiper le jeu de l'instrument. Pour lui, la musique, c'est avant tout jouer de son instrument. Donc il va anticiper aussi un mouvement. Et son cerveau, il va déjà traiter cette information. Et donc c'est la raison pour laquelle certaines zones cérébrales qui préparent, qui planifient ce mouvement, vont s'activer de manière particulière chez tous les musiciens professionnels. Enfin, tous ceux, en tout cas, qu'on a explorés. Donc, ces zones de préparation et d'anticipation du mouvement font partie du système moteur plus largement. Alors, ouais, je vais vous présenter un peu à quoi ça ressemble le système moteur dans le cerveau. Donc, ça commence le long de ce sillon rouge, qu'on appelle le sillon central, vous voyez, le centre. Et de part et d'autre de ce sillon central, on a d'une part en avant le cortex moteur primaire, donc qui va permettre d'exécuter les mouvements, de contrôler les muscles, et puis juste en arrière, le cortex sensoriel qui permet de ressentir les sensations tactiles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est deux zones un peu plus en avant, qu'on appelle le cortex prémoteur et l'aire motrice supplémentaire. Donc, comme leur nom l'indique, ces zones vont planifier, préparer le mouvement. Donc, d'abord, les aires promotrices, vous voyez ici en vert, c'est un peu comme un centre de planification des mouvements. Ils vont préparer tous les gestes nécessaires pour faire un geste, comme par exemple pour jouer d'un instrument, pour jouer de la flûte, pour jouer du piano. Et l'aire motrice supplémentaire en violet, elle va s'activer plutôt pour organiser des séquences de mouvements. Et elle va aussi s'activer pour coordonner la main droite et la main gauche. Enfin, le côté droit et le côté gauche, donc ce qui peut être très intéressant pour un jongleur, certes, mais surtout pour un instrumentiste. Alors, par exemple, imaginez-vous, là vous pouvez, pendant quelques secondes, juste fermer les yeux, vous pouvez vous imaginer en train de faire un mouvement, par exemple, vous imaginez en train de faire des claquettes, de jongler, par exemple, ou de faire de la batterie. Ben, rien qu'en faisant ça, alors même que vous restez immobile sur votre chaise, ces aires de préparation du mouvement vont s'activer. C'est génial, non? Voici la preuve en images. Je vous rappelle, nos musiciens, ils étaient complètement immobiles dans la machine, ils ne bougeaient pas. Il n'y avait que leurs oreilles qui étaient activées par l'information sonore. Et même s'ils ne bougeaient pas, même s'ils ne pensaient pas forcément à jouer d'un instrument, ou alors de manière implicite, vous voyez que chez tous ces musiciens, qu'ils soient harpistes, qu'ils soient violonistes, qu'ils soient pianistes ou chanteurs, ils vivaient cette expérience du mouvement. Et donc, ils activaient l'aire prémotrice et l'aire motrice supplémentaire que vous voyez encadrée. Donc, ça montre bien que chez un musicien professionnel, écouter la musique ne se limite pas juste à une expérience passive. Leur cerveau, donc, qui est entraîné par des années de pratique musicale, est déjà habitué à associer des sons à un mouvement, au mouvement qu'ils vont produire. Voilà, donc pour préparer le mouvement et l'anticiper. Donc, si on fait le résumé des trois zones communes qu'on a vues qui sont présentes chez tous nos cerveaux de musiciens, il y a l'aire auditive primaire, l'aire auditive secondaire pour le traitement des sons, et l'aire de la préparation du mouvement. Donc ça, c'est pour les zones communes, les zones similaires chez tous les musiciens. Alors, à côté de ces zones communes que nous venons de voir, nous allons vous montrer maintenant qu'il existe des zones spécifiques, activées seulement chez certains musiciens et pas chez les autres. Donc, pour commencer, les aires motrices primaires. Alors, ce sont les zones du cerveau responsables de contrôler les mouvements volontaires. Donc, on l'a vu, c'était sur le cortex en rouge. Et c'est une zone évidemment activée chez les musiciens puisqu'ils mettent en œuvre leur corps pour jouer de l'instrument. Mais l'activation diffère selon le type d'instrument parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes parties du corps, ils n'ont pas la même technique. Et donc, chaque instrument est différent, ils ne sont pas les mêmes parties motrices qui sont activées. Donc, sur notre cerveau, vous voyez, donc, comme vous l'avez présenté, le cortex moteur en rouge et le cortex sensoriel en bleu. Donc, le long du cortex, en fait, vous avez une représentation de tout le corps
Et donc, il y a un endroit spécifique dans le cerveau qui active les doigts de la main, si vous voulez faire un geste, ou juste en face, dans le cortex sensoriel en bleu, qui est activé si vous touchez quelque chose ou si on vous touche la main. Et donc, le petit schéma que vous voyez en bas à droite, c'est la représentation du corps sur le cortex. Et vous voyez que les mains et les lèvres et toute la partie de la bouche sont surreprésentées dans le cerveau par rapport au dos qui est tout petit, parce qu'on fait des mouvements beaucoup plus fins et beaucoup plus complexes avec les mains ou avec les lèvres, et ça nécessite évidemment plus de place dans le cerveau pour gérer tout ça. Alors on peut illustrer ce phénomène avec 3 de nos cobayes, mais c'est la même chose évidemment pour les autres en fonction de leur instrument. Donc chez Cécile, notre violoniste, évidemment ce sont les aires primaires des mains qui sont activées, qu'on vous a encadrées en rouge. Chez Raquel, notre chanteuse, ce sont toutes les aires motrices du visage, de la langue et du larynx, ainsi que celles responsables de la respiration, donc le diaphragme et la cage thoracique. Et pour Julien, notre flûtiste, c'est les deux, évidemment, parce qu'il mobilise à la fois les aires motrices des lèvres, de la langue, mais aussi des doigts, évidemment, tout en coordonnant la respiration. Si on va dans le détail, il y a même des spécificités qui sont liées à l'instrument en ce qui concerne les mains. Vous voyez, par exemple, chez notre flûtiste en vert, que les aires dévolues aux mains à droite et à gauche sont à peu près activées de manière équivalente. C'est ce qui correspond au jeu de la flûte à bec. Évidemment, on joue à peu près de la même manière de la main droite et de la main gauche. Alors que chez notre violoniste Cécile, la main gauche est plus activée que la main droite. Vous voyez, il y a une tache rouge un peu plus grosse. Et ça correspond évidemment au jeu du violon, parce que les doigts de la main gauche sont évidemment beaucoup plus sollicités que les doigts de la main droite, même si le bras bouge. Alors, ça c'est la première zone qui diffère d'un instrument à l'autre. Si on va un peu plus loin, on a pu voir, je ne sais pas si vous vous souvenez de la diapo, on avait vu tous les cerveaux, que sur certains cerveaux de nos musiciens, chez certains musiciens, on voit s'activer spécifiquement une petite zone triangulaire en bas du lobe frontal. Là que vous voyez en bleu un peu plus foncé. Cette aire qui est extrêmement connue chez nous, neuroscientifiques, pourquoi? Parce qu'elle est impliquée dans le langage parlé, on appelle ça l'aire de Broca, du nom du chirurgien français qui l'a découvert en 1853. Donc on pourrait s'attendre, et c'est le cas, à ce que cette aire soit spécifiquement activée chez les chanteurs, hein, puisque les chanteurs, ils doivent contrôler à la fois la voix, leur timbre, la musique de leur voix, mais aussi la parole. Ils chantent du texte le plus souvent. Et donc ils vont solliciter très particulièrement cette région, et c'est le cas. C'est le cas par exemple de notre chanteuse. Et alors ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'on peut voir aussi ça chez des instrumentistes qui ne sont pas chanteurs. Comme par exemple chez notre violoniste, alors même qu'elle ne parle pas, qu'elle ne chante pas quand elle joue du violon, elle va mobiliser très fortement cette aire de Broca. Plus que les autres instrumentistes en tout cas. Pourquoi? Ça peut s'expliquer par la particularité de cette musicienne, de Cécile, comme chez certains autres musiciens, c'est que lorsqu'elle joue, elle dit intérieurement le nom des notes. Et je vous montre en image. Mi, sol, fa, mi, mi. Et puis ré, fa, la, do, c'est la fa, mi, ré, do, c'est la, fa, mi, ré, do, c'est la, fa, mi, sol, fa, mi, si, sol, mi, si, sol, fa, mi, si, sol, mi, si, do, c'est la fa, mi, ré, la, fa, do, c'est la, fa, mi, ré, do, c'est la, fa, mi. Vraiment, ça c'est très présent en moi, oui. Voilà, c'est très présent en elle. Et ça, c'est pas le cas de tous les musiciens. Il y a certains musiciens qui vont dire le nom de note, d'autres qui vont plutôt analyser la mélodie. Elle, c'est vraiment le côté langage. Et donc, c'est évident que chez elle, vu son rapport particulier à la musique, les aires du langage vont être beaucoup plus activées chez elle que chez un autre musicien. Donc, ce qui fait vraiment cette énorme richesse du jeu du musicien professionnel. Donc, ça va lui permettre d'avoir une synergie unique entre les fonctions linguistiques, musicales et motrices. Et donc, ça va faciliter en fait l'exécution elle-même donc la mémorisation d'abord du jeu, mais l'exécution aussi pour avoir un jeu plus précis. Le fait d'avoir comme ça le nom des notes qui lui arrivent dans le cerveau. Donc, alors certes, elle mobilise beaucoup Broca. Ce qu'il faut savoir quand même, hein, pour être juste, c'est que l'aire de Broca, en fait, elle sert bien sûr quand on dit le nom des notes, mais elle sert aussi dans d'autres fonctions musicales. Par exemple, c'est celle l'aire qui va analyser la syntaxe de la musique. Hein. Vous savez, dans la musique, il y a une sorte de grammaire, un peu comme un verbe, un sujet, un complément. Et bien, cette syntaxe, qui est propre au langage, elle va aussi activer l'aire de Broca dans la musique. Alors une autre aire qu'on retrouve chez certains musiciens, mais pas chez tous, ce sont les aires visuospatiales. En fait, elles sont impliquées dans la perception de l'espace et la coordination des mouvements de la main en fonction de ce qu'on voit autour de nous. Dans la vie courante, c'est par exemple cette zone qui est activée
quand on prend un objet avec la main. Et par exemple, si je veux prendre la souris, je suis obligée de mesurer la distance de l'objet à atteindre, et puis ça guide le déplacement de ma main. Et du coup, on imagine bien que le jeu de certains instruments de musique implique également des déplacements de la main dans l'espace. Et donc, nous allons en détailler quelques-uns. Alors d'abord, pour que vous voyez où se trouvent ces aires visuospatiales, elles se trouvent dans le lobe pariétal qui est représenté en jaune, et elles se trouvent en fait plus exactement dans le sillon intrapariétal. Donc les aires visuospatiales sont très sollicitées chez les musiciens qui déplacent leurs mains dans l'espace sous leur regard. Donc c'est le cas, on pense tout de suite aux pianistes ou les harpistes dans une autre direction, et puis un peu moins évidemment chez les chanteurs ou les flûtistes qui n'ont pas de déplacement de la main lié en fait à ce qu'ils jouent ou ce qu'ils chantent. Donc les voici plus précisément chez 3 de nos musiciens. Donc Sylvain, notre harpiste en jaune, Claire, notre pianiste, et puis chez notre chef d'orchestre. Donc les pianistes comme Claire déplacent leurs mains sur un clavier très large qui s'étend sur leur gauche et leur droite, et ils ont de grands déplacements à faire, donc les yeux surveillent et guident les déplacements des mains dans l'espace, donc de manière horizontale. Chez les harpistes, comme Sylvain, le déplacement se fait en profondeur, en s'éloignant ou en se rapprochant du corps. Et c'est aussi assez évident pour le chef d'orchestre qui a, lui, tout l'orchestre disposé devant lui, et il doit donner des indications à chaque groupe d'instruments. Donc il a les cordes, il a les bois, les cuivres, les percussions, selon la position qu'ils occupent dans l'espace. Donc l'activation de ces aires visuospatiales, comme des aires précédentes, montre à quel point la musique est une activité qui engage tout le cerveau, et pas seulement, comme on pourrait le penser, juste les oreilles ou les zones motrices. Alors une autre zone qui est propre seulement à certains musiciens et qui pourrait paraître un peu plus insolite, parmi tous les autres impliqués, c'est l'aire qui se situe tout en bas du cortex moteur et sensitif. Il s'agit en fait de l'aire de la motricité et de la sensibilité du larynx, de la gorge. Donc on en revient à cette question du début. Pourquoi est-ce qu'un musicien va utiliser sa gorge pour conduire un orchestre ou pour jouer d'un instrument, alors même qu'il ne chante pas? Et donc c'est là justement où l'interaction entre un neuroscientifique et un musicien prend tout son sens, car c'est un truc qu'il y a peu de gens qui connaissent, mais qui sont connus des musiciens, de beaucoup d'instrumentistes, c'est qu'ils vont utiliser de manière plus ou moins consciente, de manière plus ou moins explicite, quelque chose qu'on appelle le chant intérieur, ou qu'on appelle aussi la subvocalisation. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, un exemple très connu d'instrumentiste qui subvocalise, c'est le pianiste Glenn Gould. Vous l'avez peut-être déjà vu jouer du piano, il bouge ses lèvres, parfois même il ne subvocalise pas, carrément il vocalise. Donc c'est un chant intérieur qui vient même très extérieur, donc ça a même parfois pu agacer quelques auditeurs. Donc, où est cette région, comme on a déjà vu, le cortex moteur et sensoriel, on l'a dit, là c'est tout en bas, là où il y a le petit carré de ce cortex, et c'est cette zone donc, qui est responsable de la perception des mouvements et de la sensibilité de tout ce qui se passe au niveau de la gorge. Donc le larynx, les cordes vocales, et donc bien sûr ce qui va permettre de vocaliser, de subvocaliser. Alors, on l'a vu, donc, quand on a exploré tous nos musiciens, au moins chez 3 de nos musiciens. Alors même que l'instrument n'implique pas le chant. Donc le pianiste, chez le chef d'orchestre, et alors peut-être un peu plus logique chez le flûtiste, parce qu'il utilise quand même un petit peu sa gorge. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un chant intérieur? Donc ça permet en fait de mieux suivre la musique que l'instrumentiste est en train de jouer, et à chaque fois qu'il est en train de jouer, de vérifier s'il y a une concordance entre le son qui sort de son instrument et celui qui veut donner, celui qui veut produire, celui qui est dans son cerveau. Et donc, pour bien faire cette vérification, il va le subvocaliser pour avoir plus de feedback interne. Voilà, donc ça c'est pour la partie instrumentiste, pour la partie est-ce qu'il y a une différence entre le cerveau des musiciens. Donc là, vous voyez, il y a des similitudes, il y a des différences. Là, on va aller un petit peu plus loin. On va vraiment aller dans la création musicale. On va creuser, on va forer pour aller voir ce qui se passe lorsqu'on est en train de créer la musique, quand on compose, quand on improvise. Alors, donc pour voir si le cerveau est influencé par les différents styles musicaux, nous avons demandé à un musicien, compositeur et improvisateur, comme on vous le disait, Thierry Esquèche, de créer en direct de la musique dans différents styles. Donc, contrairement à l'expérience précédente qu'on a fait avec tous nos musiciens, Thierry Esquèche n'écoutait pas une musique enregistrée et diffusée dans des écouteurs.
mais il la créait en direct dans sa tête. Donc c'est le principe de l'improvisation. En fait, nous lui avons demandé d'improviser successivement dans 3 styles très différents et qui correspondent à l'évolution un peu de la musique en général et dans le cadre des villes phares de cette folle journée. Donc le style baroque, le style romantique et un style contemporain. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut vraiment improviser dans l'IRM sans instrument? En fait, notre première idée était de donner un clavier à tirer sketch, mais comme on vous l'a expliqué, c'est très très compliqué. Mais en fait, quand on a posé la question à Thierry Sketch dans l'entretien préparatoire, en fait, il nous a répondu de manière extrêmement détendue qu'il n'y avait aucun problème pour lui à improviser uniquement dans sa tête. Et de fait, on a pu voir l'activation des aires auditives et prémotrices et motrices pendant les improvisations qu'il imaginait dans sa tête, alors même qu'il était totalement immobile dans la machine. Alors, quand on a exploré son cerveau, dans tous les cas, dans toutes les conditions, on a vu donc les aires dont on a parlé, plus d'autres aires, et ces aires, elles étaient plus en avant du cerveau, dans les parties les plus antérieures, dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc le cortex frontal, vous voyez, c'est tout ce qui est en bleu. Les aires préfrontales, elles sont toutes en avant de ce lobe frontal. Et donc, sur le cerveau de Thierry Sketch, dans les 3 conditions, donc lorsqu'il improvisait en musique baroque, romantique ou contemporaine, on voyait dans tous les cas ce cortex préfrontal qui était activé. Alors vous voyez de manière un peu différente, et on va essayer de comprendre pourquoi, justement, quelle était la différence, et c'est ça qui va faire la richesse de cette interprétation. Alors, c'est quoi le cortex préfrontal? À quoi ça sert? C'est en fait une zone du cerveau qui nous aide à prendre des décisions, à planifier, à être attentif, à nous concentrer, à inhiber des réflexes automatiques, à contrôler nos émotions. C'est un peu en fait comme une sorte de chef d'orchestre. En fait, c'est un gros chef d'orchestre de notre cerveau qui va organiser toutes nos pensées et nos actions avant de les réaliser. C'est aussi l'ère de la mémoire de travail, par exemple. Et c'est aussi, bien sûr, l'ère de la créativité. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a certes, dans toutes les conditions, ces aires préfrontales en avant, là, entourées, mais elles sont activées un peu différemment. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail de ce qu'est le cortex préfrontal, c'est assez complexe, mais on va essayer, grâce à ce petit modèle, de simplifier les choses. Donc, dans le cortex préfrontal, il y a 3 principales zones qui vont chacune organiser d'une façon différente nos pensées. La première, qui est en jaune, plutôt à l'extérieur du cortex préfrontal, c'est là qu'il y a donc la planification, la mémoire de travail. C'est là que sont prises les décisions de manière froide. Par exemple, je veux manger une pomme parce que je sais que c'est bon pour la santé, alors que même que j'aime pas ça. Alors que plus bas, en rouge, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal. Là, c'est plutôt impliqué dans la gestion de ce qu'on appelle la zone de la récompense. Et c'est aussi tout ce qui est impliqué dans tous les processus affectifs, la gestion des émotions. Et en vert, enfin, plus intérieurement, là c'est aussi de la prise de décision, mais plutôt basée sur des valeurs personnelles, sur ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Là, par exemple, je veux une pomme, non pas parce que c'est bon pour la santé, mais parce que j'aime cette pomme. Donc là, c'est plutôt les zones vertes. Alors, pour revenir à notre expérience, donc on a demandé dans un premier temps à Thierry Sketch de faire une improvisation dans le style baroque. Et donc, il nous a proposé d'improviser une fugue dans le style de Bach. Et donc, on l'a laissé lui-même choisir le sujet et puis nous dire quand il était prêt pour lancer l'expérience. Alors, petit rappel musicologique, voici ce à quoi ressemble le début d'une fugue. J'ai choisi de vous montrer le début de la première fugue de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, donc en 1746. Et donc, comme vous le voyez déjà visuellement, vous avez les 4 voix qui entrent les unes après les autres. Donc la voix 1 ici, la voix 2 au soprano là, la 3e voix en bas à la basse et la 4e voix au ténor ici. Je vous le fais entendre juste le tout début pour que vous entendiez l'entrée des voix. La première voix tout de suite. Deuxième voix. Troisième voix à la basse. Et donc, la fugue est une forme très structurée qui enchaîne comme ça différents épisodes d'exposition. Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est une exposition. Et des épisodes de divertissement qui sont beaucoup plus libres et qui reposent sur des marches harmoniques. Et en fait, la fin est aussi très codifiée dans les fugues. Donc c'est vraiment une forme très structurée. Alors pour revenir à ce qui se passait dans la tête de Thierry Sketch lorsqu'il improvisait sa fugue,
En fait, dans l'entretien qui a suivi l'IRM, on lui a demandé s'il se chantait la musique intérieurement, comme beaucoup de nos musiciens, on l'a vu, et il nous a dit que non, mais que plutôt il visualisait les différentes voix sur une partition, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué de se chanter 4 voix superposées. Et en fait, lui avait tendance plutôt à visualiser les voix qui se déroulaient sur une partition. Et effectivement, comme vous voyez sur son cerveau, en bleu, on a observé l'activation très robuste des aires visuelles secondaires, alors même que Thierry Escaich en fait, a gardé les yeux fermés pendant toute l'expérience. Donc en fait, il n'y avait rien à voir. Il s'est juste représenté intérieurement la partition, d'où l'activation de ces aires visuelles secondaires. Alors, il n'y avait pas que ces aires visuelles, il y avait d'autres zones activées de manière très forte. Et ça, ces zones que vous voyez très profondes, en jaune, c'est ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. Alors, ces zones, ces noyaux gris centraux, ils jouent un rôle clé dans les processus d'automatisation. Alors, c'est assez intéressant et assez inattendu, car on pourrait penser que le fait d'improviser une fugue, ça nécessite un processus plutôt mathématique ou analytique, très cérébral, alors que là, c'était plutôt ces zones de l'automatisation. Comment ça marche, les zones de l'automatisation? Prenez un exemple que tout le monde a en tête. J'apprends à faire du vélo. Au début, je reste concentré sur chacun des gestes, la position de mes pieds, la position de mes jambes, de mes mains, mon équilibre. Et puis, au fur et à mesure, à force de le répéter, ça devient automatique. On appelle ça la mémoire procédurale. Et donc là, c'est là que ça engage ces zones profondes, comme activées ici chez Thierry Escaich. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont activées pendant cette fugue? Et donc c'est là où c'est super intéressant, c'est que lorsqu'on a discuté à la fin, pendant l'entretien qui a suivi l'expérience avec Thierry Escaich, il nous a confié que pour lui, il avait tellement l'habitude de composer des fugues que ça ne lui demandait aucun effort intellectuel. Aucune activité, enfin oui, aucun effort intellectuel, et que même il nous a dit, je suis même capable d'improviser une fugue en lisant un magazine en même temps. Donc ça peut être assez pratique au quotidien. Alors, ça s'explique aussi par le langage musical à l'époque baroque, qui est très structuré et qui se prête donc à une certaine forme d'automatisation. En fait, les compositeurs à l'époque apprenaient leur métier à travers l'apprentissage de la basse continue. Et les premières étapes de l'apprentissage de la basse continue, c'est d'apprendre en fait toutes sortes de formules toutes faites. Par exemple des cadences, des marches harmoniques, des formules usuelles de basse avec des successions d'accords toujours identiques qu'on transpose dans toutes les tonalités jusqu'à ce que ça devienne absolument automatique. Et c'est donc pour cela qu'un certain nombre d'automatismes se mettent forcément en place par la répétition. Plus proche de nous, on retrouve cette base très codifiée, automatisée dans le jazz, par exemple, avec toutes les grilles d'accords qu'on apprend par cœur et qu'on apprend à varier dans tous les sens. Et c'est donc ce qui peut expliquer l'activation des zones de l'automatisation chez Thierry Escaich lorsqu'il improvise cette fugue. Alors ensuite, dans un deuxième temps, on a demandé à Thierry Escaich de faire une improvisation plutôt dans un style romantique de Paris 19e siècle. Et là encore, on lui a laissé choisir le sujet. Et cette fois-ci, on revient donc à notre zone préfrontale, c'est le cortex orbitofrontal, que vous voyez apparaître, que vous voyez en rouge dans notre modèle, et là qui apparaît du coup en vert, désolé, sur le cerveau de Thierry Escaich. Donc les zones les plus inférieures du cortex préfrontal. Et donc c'est ces zones-là qui étaient plutôt improvisées lorsqu'il composait dans un style romantique. Et je vous le rappelle, ces zones, c'est celles qui ont une forte valence émotionnelle dans le traitement cognitif. C'est ce qui prend particulièrement en charge l'évaluation esthétique de la création musicale. Et donc c'est cette région qui va guider Thierry Escaich lorsqu'il crée cette musique à la fois spontanée et touchante pour faire la musique romantique. Alors en effet, à l'époque romantique, donc au XIXe siècle, les compositeurs utilisent des structures beaucoup plus libres et se basent davantage sur les émotions pour guider leur inspiration. C'est la période de l'opéra, des poèmes symphoniques, des mélodies, des pièces à programme qui racontent une histoire. Je vous ai mis en illustration Félix Mendelssohn, qui est un des compositeurs emblématiques de la période romantique, avec notamment le début du premier mouvement de son concerto pour violon en mi mineur, donc Allegro molto appassionato. Alors, je pense que vous l'avez tous reconnu, ce célèbre concerto, c'est un mode de composition qui n'est évidemment pas spécifique au XIXe siècle, même s'il a été plus largement employé, mais il est présent évidemment déjà
dans des opéras baroques, des arias de cantates, des passions. On peut penser aussi au lamento de Didon. C'est un mode de composition qui se superpose évidemment à l'aspect très structuré de la musique en général. En tout cas dans le cadre de la période baroque. Donc les émotions servent au compositeur pour trouver et guider son inspiration musicale. Et donc il est très intéressant de retrouver l'activation des aires du contrôle des émotions chez Thierry Esquèche dans le cadre de l'improvisation romantique. Et donc c'est une fantaisie beaucoup plus libre. Pour finir, on a demandé à Thierry Esquèche de faire une improvisation, cette fois-ci dans un style plus contemporain. Et là encore, on l'a laissé libre dans le thème. Et donc, dans cette improvisation contemporaine, c'est des airs complètement différents qui sont activés. C'est les airs, vous voyez ici apparaître en bleu, et qui correspondent sur notre modèle aux airs jaunes, donc plutôt extérieurs. C'est toutes ces airs qui sont impliqués dans les processus analytiques, les processus de décision froide, mathématiques. Donc c'est les airs de la planification, de la mémoire de travail aussi, de l'analyse, du raisonnement. Donc au quotidien, c'est ce qui va nous permettre de résoudre des problèmes. Par exemple, vous voulez partir en vacances, vous avez d'un côté un coffre vide, de l'autre côté une pile de bagages, il faut tout mettre au bon endroit. Donc là, vous allez utiliser la partie extérieure de votre cortex préfrontal pour trouver la solution de tout mettre au bon endroit. Alors nous vous avons mis en illustration une partition d'un compositeur français du XXe siècle qui est emblématique de cette tendance, Pierre Boulez. Il s'agit d'une pièce qui s'intitule Incise pour piano et qui date de 1994. Donc je vous fais écouter le début de la pièce. Alors vous entendez que ce type de musique repose évidemment beaucoup sur des dissonances. Et quand on pense musique au XXe siècle, on a tendance à penser à une approche beaucoup plus mathématique, rationnelle, abstraite, qui cherche à s'extraire du langage tonal et de l'approche par les émotions. Vous avez par exemple le dodécaphonisme qui repose sur les séries de 12 notes qui doivent revenir dans un sens particulier, à l'envers, en miroir, etc. Donc c'est très réfléchi. Il n'est donc pas étonnant de voir activer des aires cérébrales qui correspondent au raisonnement froid. Et d'ailleurs, quand on l'a interrogé sur ses impressions dans l'IRM pendant cette improvisation contemporaine, Thierry Esquèche nous a dit qu'il se concentrait sur les rencontres de notes dans un processus en fait beaucoup plus analytique. Et lui-même en fait était capable de nous dire que c'était très différent des improvisations précédentes. Et pour aller encore un peu plus loin, on a même demandé à Thierry Esquèche de composer à l'intérieur de l'IRM l'œuvre qu'il travaille en ce moment. Il a toujours une œuvre en cours, et en ce moment, il nous a dit qu'il travaillait sur un Te Deum qui sera créé à Notre-Dame de Paris en juin 2025. Alors en fait, il s'agit d'une œuvre, nous a-t-il dit, pour deux chœurs, pour orgue et orchestre. Et en fait, dans l'entretien post-IRM, Thierry Esquèche nous a expliqué qu'il imaginait la disposition des chœurs, de l'orchestre, de l'orgue. Il était plutôt aux premières étapes de la composition, donc les notes n'étaient pas encore très précises, mais en fait, à cette étape-là, il était en train de visualiser, enfin d'imaginer les chœurs qui se répondaient, comment ils allaient se répondre par rapport au texte, etc. Et en fait, effectivement, on a vu dans son cerveau, donc vous le voyez activé en bleu, les aires visuospatiales qu'on avait déjà vues dans le cadre des musiciens instrumentistes, mais qui étaient aussi activées dans le cadre de Thierry Esquèche qui imaginait les différents groupes d'instruments pour l'œuvre qu'il était en train de composer. Alors en fait, on retrouve cette spatialisation à toutes les époques, et c'est ça qui est intéressant. Et elle a été beaucoup employée par les compositeurs, même si on n'y pense pas vraiment. C'était déjà le cas à Venise, du temps des Gabrieli. Et en fait, ça vient de la disposition de la basilique Saint-Marc, qui avait de nombreuses tribunes en hauteur. Et cette disposition particulière a incité les compositeurs à tester un dispositif stéréo, en fait, qui fait se répondre plusieurs chœurs, plusieurs orchestres, ce qu'on appelle la polychoralité. Et en fait, c'est un dispositif qui a été largement réemployé par différents compositeurs. On peut penser à Bach, évidemment, dans sa Passion selon saint Matthieu, avec les deux chœurs et les deux orchestres, qui dialoguent et qui se répondent parfois très rapidement. Et vous avez aussi toute la musique symphonique et concertante du XVIIe siècle à nos jours, sachant que le principe du concerto, évidemment, est de faire dialoguer un soliste et un orchestre, ou plusieurs groupes d'instruments, et qui dit plusieurs groupes d'instruments dit spatialisation dans l'espace.
Donc si nous avions fait passer une IRM au Gabrieli ou à Bach en train de composer ces pièces, nous aurions probablement retrouvé l'activation de ces aires visuospatiales. Voilà, on est arrivé enfin au terme de cette présentation. J'espère que ça vous a passionné tant que nous, mais si on veut résumer un petit peu ce qu'on a dit en 3 points. Donc première chose, premier message, il n'y a pas une ère de la musique. Hein. J'espère que vous êtes maintenant convaincus que, en tout cas chez un musicien professionnel, c'est plein d'aires différentes qui sont activées et qui communiquent entre elles. En fait, la musique mobilise quasiment tout le cerveau, presque tout le cerveau. Deuxième point, chez tous les musiciens professionnels, il existe des similitudes dans le fonctionnement de leur cerveau quand ils font de la musique. Donc, par exemple, on a vu les aires auditives, les aires de la préparation du mouvement, et probablement ces aires elles étaient déjà présentes au XVIIe, au XVIe siècle, à Venise, à Londres, à New York, etc. Troisième point, à côté de ces zones qui sont similaires chez tout le monde, on a certaines aires cérébrales, et c'est ça qui fait la richesse de la musique et des musiciens, qui sont propres à chaque musicien, selon son instrument, on l'a vu, selon aussi son apprentissage, selon aussi son rapport à la musique, et puis aussi, on l'a vu en toute fin, selon le style musical. Et donc aussi, vraisemblablement, selon l'époque et la ville dans laquelle il avait évolué, donc dans laquelle il évolue. Donc pour répondre à la question initiale, on voit bien que l'influence culturelle et stylistique de la ville et de l'époque dans laquelle vivait le musicien implique un fonctionnement et des zones cérébrales différentes. Donc soit des aires rationnelles, soit des aires émotionnelles, plutôt mathématiques. Donc plutôt, oui, il semble qu'il y ait une différence dans le cerveau des musiciens selon sa ville et selon sa époque. Alors, quelques limites quand même. Ce qu'on vous présente ici, c'est une vision quand même assez caricaturale et figée de la musique. On peut à la fois faire du baroque et de la musique romantique. Le même musicien peut faire la même chose. Et puis surtout, on a eu la chance d'explorer plusieurs musiciens, mais en fait, on a un échantillon finalement assez réduit de la multitude d'autres instrumentistes qu'on a pu avoir ou d'autres styles musicaux. On n'a pas eu de musiciens de jazz, de musique orientale. Donc en fait, vous voyez qu'il me reste quand même encore beaucoup de travail. D'accord, on fait d'ailleurs un appel à candidature. S'il y a parmi vous des musiciens professionnels qui veulent venir avec nous passer une IRM fonctionnelle et voir leur cerveau travailler, ils peuvent venir nous voir à la fin de la présentation. Alors pour les perspectives, à quoi ça sert en fait tout ça En fait, c'est très intéressant pour nous, musiciens, de comprendre la richesse du travail du cerveau lorsqu'on joue de notre instrument, parce que vous avez vu qu'il se passe énormément de choses. Ça nous permet en fait de confirmer parfois des impressions qu'on a, mais dont on n'est pas forcément très sûr. Ça permet de corriger des erreurs éventuellement qu'on fait ou de renforcer un type d'apprentissage qu'on a déjà, qu'on utilise, qui se voit dans notre cerveau, mais dont on n'était pas forcément complètement conscient. Et ça peut avoir du coup un impact intéressant, soit pour la pédagogie de la musique ou pour la pratique personnelle. Par exemple, pour un musicien, quand on réalise en fait qu'il se passe autant de choses dans sa tête quand on joue, et même quand on ne joue pas concrètement de l'instrument, parce que vous voyez, nos musiciens, ils étaient dans l'IRM, ils ne jouaient pas de leur instrument, mais leur cerveau s'activait comme s'ils jouaient de leur instrument. Et ça explique la possibilité et l'intérêt du travail mental. À un certain niveau, beaucoup de musiciens travaillent mentalement, et en fait, ces images qu'on voit prouvent que ça marche de travailler mentalement, et ça prouve aussi de l'intérêt de le faire, parce qu'on n'a pas toujours son instrument, et ça nous permet de travailler en dehors des endroits où on travaille habituellement. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On voulait souhaiter remercier tout particulièrement toute l'équipe de la Folle Journée de Nantes, l'équipe du CREA, qui nous a accompagnés sur ce projet, qui nous a fait confiance. Et bien sûr, on voudrait remercier tous nos musiciens qui ont accepté de se prêter à ces expériences, pas trop traumatisantes heureusement. Et puis bien sûr, on vous remercie tous pour votre attention et on espère que vous avez plein de questions. Merci.